Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous en cette nouvelle semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce lundi 10 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. L'Association pour le droit à l'initiative économique entre en campagne cette semaine pour encourager les Guadeloupéens, jeunes et moins jeunes, à créer leur entreprise. 300 projets ont déjà été financés cette année par l'ADI. Les artisans guadeloupéens sont appelés à choisir une nouvelle équipe dirigeante à la Chambre de métier. 3 listes briguent les suffrages des électeurs. Arrêt ce soir sur celle conduite par Patrick Chouan. Le Stade Lamantinois vient de signer une convention de partenariat avec le Stade Rennais. Un nouveau pas de fait dans la formation des jeunes footballeurs, chers au club du Nord-Bastère. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de ce journal ce soir est Mathias Avignon, délégué territorial de l'association pour le droit à l'initiative économique. Avec lui, nous parlerons de cette campagne nationale lancée par l'ADI pour encourager la création d'entreprises à tout âge. L'association donc pour le droit à l'initiative économique veut encourager l'initiative des jeunes et des seniors en 2015 en Guadeloupe. Plus de 500 personnes ont bénéficié des services de l'ADI qui propose des microcrédits aux porteurs de projets ne pouvant avoir recours au système bancaire. L'association leur permet de concrétiser leur idée ou de développer leur activité. Elle contribue ainsi à sortir du chômage des personnes désireuses de créer leur entreprise. Durant cette semaine, une campagne d'information et de sensibilisation est lancée pour inciter jeunes et moins jeunes à bénéficier des services de l'ADI. Une campagne lancée ce matin dans les locaux d'un des créateurs accompagné par l'association. Reportage Muriel Barlaigne. Lancement de la campagne d'information nationale intitulée « Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte ». Une idée de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. 5 jours pour informer jeunes et moins jeunes sur la création d'entreprises et mettre en avant des porteurs de projets comme Jacques l'Incertain. Ce jeune homme de 31 ans s'apprête à ouvrir une pizzeria à Pointe-à-Pitre. Il lui a fallu moins d'1 an pour finaliser son projet avec l'aide de l'ADI. C'est une pizzeria qui proposera bientôt différentes pizzas formes avec de la farine de produits légumes locaux, c'est-à-dire filles à pain, patates douces, bananes vertes, pour changer l'habitude des Guadeloupéens pour découvrir un goût unique et surtout un produit sans gluten. Parce que la plupart des gens, ils ont du mal à digérer la farine de blé qui contient du gluten et ça provoque des maladies chez eux. Et avec ça, ils pourront être mieux, manger une nourriture assez équilibrée et saine. Encore un coup de peinture, des équipements à installer et l'entreprise sera opérationnelle. Pour Jacques l'Incertain, une continuité. Avec un niveau CAP cuisine, il a travaillé dans une pizzeria gastronomique pendant 5 ans en tant que pizzaiolo en chef. C'est là que l'idée de créer sa propre affaire a germé. Quand il s'est retrouvé au chômage en août 2015, il n'a pas tardé à se rapprocher de l'ADI. Avec moins de 1 000 € en poche, il a suivi la formation intitulée Créa Jeune pour apprendre les bases de la création d'entreprise. Il a alors été prêt à défendre son projet et à attaquer le plus dur, trouver des financements. J'ai dû solliciter le microcrédit de l'ADI en complétant avec le NAC, le taux 0%, et j'ai dû compléter les dossiers du PIGE, projet initiative jeune, et le dossier ARDA à la région Guadeloupe. Et avec cela, ça peut me permettre de financer, boucler mon projet. Jacques l'Incertain fait partie des 300 personnes à avoir bénéficié d'un financement de l'ADI pour 2016 en Guadeloupe. Sa motivation, sa détermination et l'originalité de son idée ont fait la différence. Les critères sont la confiance client. Donc bien évidemment, on vérifie si le client c'est quelqu'un qui est motivé, qui est déterminé dans son activité. On vérifie également sa débrouillardise, d'accord. Ensuite, il y a la partie financement. Donc bien évidemment, on vérifie si cette personne a, un capital propre déjà de base de manière à pouvoir démarrer l'activité. Parce qu'il faut savoir que bien évidemment, le prêt de l'ADI, le microcrédit de l'ADI est là pour
compléter justement le financement de cette personne et ensuite la confiance remboursement. Donc vérifier justement si cette personne, c'est une personne sérieuse, c'est une personne qui va tenir justement ses engagements pour rembourser le prêt. L'association fait le suivi des porteurs de projets pour s'assurer que leur entreprise dure. Son action se veut une réponse au problème du chômage. En 2015, elle a permis de créer 225 emplois par semaine en France. Et pour nous parler des services de l'ADI et de cette campagne d'information, nous recevons Mathias Avignon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué territorial de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Dans le reportage, on parlait de 400 personnes qui auraient été, 300 personnes qui auraient été accompagnées jusqu'ici en 2016 par l'ADI. On est plutôt proche des 400 que des 300. L'an dernier, vous aviez accompagné 500 personnes, ce qui veut dire que cette année, on devrait avoir un bilan encore plus positif. Tout à fait, la tendance sur 2016 est légèrement supérieure à celle de 2015. Ça veut dire que la dynamique de création d'entreprises sur le territoire guadeloupéen se poursuit. Alors, inciter des personnes en demande d'emploi à créer leur entreprise, n'est-ce pas quelque part jouer sur les chiffres du chômage, le chiffre du nombre de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi? Après cette aide, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un accompagnement pour leur permettre de pérenniser leur activité? Alors, tout à fait, notre idée c'est évidemment pas de jouer avec les personnes qui sont en situation de précarité, mais c'est bien de leur offrir une solution pour pouvoir sortir du chômage. Et donc à ce titre-là, en fait, évidemment on les accompagne, on réalise un suivi tout au long de la durée de vie de leur entreprise, pendant 3 ans généralement, pour les accompagner dans leur démarche administrative, commerciale, comptable, etc. Alors toutes les activités a priori sont éligibles au microcrédit que propose l'ADI. Comment expliquer que la plupart des activités qui ont été financées concernent essentiellement la petite restauration et l'esthétique? Alors, on a effectivement beaucoup d'activités dans la restauration, le commerce et l'esthétique. Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des activités qui nécessitent peu de capital pour démarrer, donc qui sont adaptées en fait au montant de microcrédit, et qui nécessitent également peu de formation, puisque le public auquel s'adresse l'ADI, c'est un public qui est plutôt en situation de précarité, de difficulté, et donc bien souvent des personnes qui n'ont pas ou peu de formation. C'est un dispositif qui existe depuis un certain temps, qui permet donc la création d'entreprises et donc la création d'emplois. Est-ce qu'il est suffisamment connu ? Je pense qu'on gagne toujours à être davantage connu. Aujourd'hui, l'ADI est quand même assez connu sur le territoire, ça fait plus de 25 ans qu'on existe. Malgré tout, on continue à faire des actions, comme on va faire cette semaine, pour se faire connaître, pour que les porteurs de projets puissent venir frapper à notre porte. Alors, on a parlé du microcrédit qui permet donc la création d'entreprises pour les personnes qui sont éventuellement inscrites à Pôle emploi. Est-ce que les services que propose l'ADI Guadeloupe entendent également le crédit personnel pour l'emploi ? Alors, à l'heure actuelle, non. On est essentiellement concentré sur le microcrédit pour la création d'entreprise. Pourquoi jusqu'ici? C'est un choix qui a été fait pour le moment. Il y a d'autres opérateurs, notamment les CCAS, des communes, qui proposent ce microcrédit personnel. Donc, pour le moment, on ne s'est pas trop développé sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire déjà sur la création d'entreprise. Alors, vos services s'adressent à l'ensemble de la Guadeloupe, mais les projets financés jusqu'ici se concentrent, on va le dire, sur la conurbation pointoise. Vous avez signé récemment des conventions avec les communautés d'agglomération. Ça va peut-être permettre à d'autres publics de faire appel à l'ADI? Exactement, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment connu en dehors de cette agglomération de Cap Excellence. D'où l'idée de 2 conventions qui ont été signées avec le Nord Basse-Terre et le Nord Grande-Terre pour être présents directement sur le terrain, pouvoir se faire connaître et encourager les initiatives dans ces collectivités. Quel partenariat est signé et noué avec ces deux communautés d'agglomération? Alors les 2 partenariats sont assez similaires. En fait, c'est l'engagement de l'ADI, c'est qu'on ait un conseiller qui soit présent de manière hebdomadaire sur les communes des collectivités pour rencontrer les porteurs de projets. La manière dont on voit les choses, c'est vraiment d'être sur le terrain. Donc en ce sens-là, on va aller rencontrer les créateurs, frapper à leur porte et puis aussi aider les personnes qui ont un projet mais qui ne savent pas comment faire. Donc on va aller à leur rencontre pour pouvoir les accompagner. C'est aussi un peu le sens de la campagne d'information que vous relayez ici en Guadeloupe. Encourager donc l'initiative des seniors et des jeunes. Lequel de ces publics est spécifiquement ciblé ? Alors les deux, évidemment, c'est un peu le thème de la campagne, c'est qu'on s'adresse à Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 2 publics-là? C'est qu'aujourd'hui, ce sont 2 catégories de personnes qui sont particulièrement touchées par le chômage, que ce soit les jeunes, on connaît les difficultés aujourd'hui des jeunes à trouver un emploi, et également les seniors qui, une fois qu'ils perdent leur emploi, ont des grosses difficultés pour en retrouver un. D'où l'idée de cibler des jeunes qui ont souvent la motivation mais pas l'expérience, et des seniors qui ont l'expérience mais qui des fois ne savent pas comment faire. Alors je suppose que pour faire appel à l'ADI, il faut déjà avoir une idée.
Évidemment, on peut aider les créateurs à faire plein de choses, mais on ne peut pas trouver des idées à leur place. Donc l'idée, c'est on reçoit des personnes qui ont quelques notions de ce qu'ils veulent faire, et on va les aider à structurer leur projet, et après à le faire à ce qu'ils devienne concret. Alors, vous avez plusieurs rendez-vous, on l'a dit, cette semaine a débuté aujourd'hui dans cette pizzeria qui va voir le jour à Pointe-à-Pitre. Vous avez un certain nombre de rendez-vous. Quels sont les temps forts de cette semaine qui va jusqu'à vendredi ? Alors, il y a beaucoup de temps fort sur toute la semaine, notamment demain, on sera présent à la mairie d'Aix, demain matin, et puis l'après-midi à la mairie de Bémao. Mercredi, on sera présent à la mairie également du Gosier. Jeudi, il y a un forum à Sainte-Rose et il y a également une manifestation au Moule. Et enfin, la journée se clôturera vendredi par un forum à Vieux Habitants et à la médiathèque du Lamentin. Vous attendez qui ? Et ben, on attend beaucoup de monde. L'idée, c'est de recevoir tous les porteurs de projets, quel que soit leur niveau d'avancement, donc des personnes qui sont encore au stade de l'idée, des personnes qui sont prêtes à créer, ou encore des personnes qui ont déjà créé leur entreprise et qui cherchent comment la développer. Donc l'idée, c'est qu'on va recevoir tous ces types de personnes pour les renseigner sur les services de l'ADI. L'ADI qui donc organise cette campagne nationale. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Merci Mathias Avignon d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes délégué de l'ADI en Guadeloupe. Et le prochain rendez-vous, les deux rendez-vous de demain sont à Bémao et à Aix pour les porteurs de projets qui sont intéressés par un microcrédit de l'ADI. L'élection pour le renouvellement des membres de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe l'élection a débuté il y a 8 jours et se poursuivent donc jusqu'à vendredi. Une élection qui se déroule uniquement par correspondance et pour laquelle 3 listes s'affrontent. Parmi les prétendants à la succession de Joël Lebeau, il y a Patrick Chouan. Il est à la tête de la liste engagement et action au cœur des métiers. L'artisan taxiteur se présente pour la première fois à cette élection. Son cheval de bataille, la prise en compte de cette chambre consulaire dans les grandes décisions qui concernent le devenir de l'archipel. Joël Saint-Silly l'a rencontré. Visite chez un garagiste de la ZAC de Dugazon de Bourgogne pour Patrick Chouan. Le candidat à la présidence de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe souhaite convaincre ses pairs en diffusant ses idées. Dans son discours, la place de la Chambre consulaire dans le paysage socio-économique de l'archipel. La Chambre des métiers a son mot à dire sur l'aménagement du territoire, sur le schéma régional d'aménagement, sur le schéma régional de la formation professionnelle. La Chambre des métiers a son mot à dire dans les plans locaux d'urbanisme. Lorsque les communes mettent en place leur PLU, le plan local d'urbanisme, eh bien la Chambre des métiers doit pouvoir dire un certain nombre de choses parce que nous avons l'expertise. Répondre réellement aux besoins des artisans constitue aussi une ambition forte pour Patrick Chouan. Des besoins d'accompagnement dont l'axe essentiel demeure la recherche de fonds. On a besoin de financement pour développer les entreprises. On a besoin aussi d'accompagnement. Et donc ça c'est le rôle véritable de notre Chambre des métiers, d'accompagner les entreprises, de trouver les financements. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi des circuits pour pouvoir donner des financements aux chefs d'entreprise. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Europe met des financements à la disposition des chefs d'entreprise, mais il faut savoir aller les chercher. Chercher des financements afin de développer des secteurs d'activité en perte de vitesse est doté néanmoins d'un fort potentiel. Le secteur du bois est selon lui un exemple parlant. Pointe-Noire est connu pour sa fabrication ancestrale de meubles. Et aujourd'hui, nous préconisons de mettre en place ce qu'on appelle terroir, un produit du terroir. C'est-à-dire que le meuble qui est fabriqué à Pointe-Noire, ce sont des meubles qui sont fabriqués dans un territoire bien circonscrit à partir de fabrication ancestrale et de fabrication bien définie. Donc aujourd'hui, nous allons mettre ce label du terroir, label collectif du terroir. Et à partir de ce label collectif du terroir, nous pouvons trouver des financements pour organiser les filières. De nombreuses idées avec un dénominateur commun, la formation. Et je dirais plus l'apprentissage d'une manière générale est un outil de pérennisation. Et comme je le voyais avec M. Guirougou qui me disait effectivement, quand vous formez un jeune aujourd'hui, vous le formez dans votre entreprise. Vous prenez 1 année, 2 ans pour qu'il puisse travailler avec vous. Mais toute votre volonté, c'est que ce jeune puisse rester travailler avec vous parce que vous lui avez transmis un savoir-faire. Mais c'est vrai aussi, je connais la difficulté de certains chefs d'entreprise, notamment pendant les 2 premières années où le jeune n'est pas productif. Donc, il serait
je dirais, judicieux pour qu'on puisse trouver un système pour financer ces chefs d'entreprise pour ne pas avoir une trop grosse perte sur l'exploitation, sur la productivité, c'est-à-dire que mettre en place une prime, un système de dotation pour permettre aux chefs d'entreprise de les inciter en tout cas à prendre ces jeunes en apprentissage. Patrick Chouan est âgé de 47 ans, il dirige une coopérative de chauffeurs de taxi et est actuellement le vice-président du syndicat des taxis de la Guadeloupe. Il convoite la gouvernance de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe à la tête de la liste Engagement et Action au cœur des métiers. Au terme du premier tour de l'élection cantonale partielle à Pointe-à-Pitre, c'est le binôme composé de Sandra Anjaric et Marcel Sigiscard qui sort en tête. Il recueille 1362 voix en leur nom, soit 58,28% des suffrages exprimés. Mais il faudra un deuxième tour pour désigner les vainqueurs. Seuls 2517 pointois sont allés aux urnes dimanche sur les 12 763 inscrits. C'est donc l'abstention qui l'emporte très largement dans cette élection. Plus de 8,3 sur 10 ont boudé ce suffrage. Un manque de mobilisation qui peut s'expliquer par le nombre limité de binômes à se présenter ou le fait que seuls les électeurs pointois étaient appelés aux urnes. Mais cette désaffection peut aussi être mise sur le compte de la vacuité de certains discours, le manque de clarté dans les programmes et une certaine lassitude des promesses non tenues. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour un second tour. Dans un instant, nous parlerons formation de jeunes footballeurs, mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région, direction pour commencer la République d'Haïti qui, après l'ouragan Matthew, pourrait être touchée par une nouvelle épidémie de choléra. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Une semaine après avoir été frappé par l'ouragan Matthew, Haïti est confronté à une nouvelle menace, le choléra, qui pourrait alourdir le bilan des victimes. À Port-Salut, une ville qui a été dévastée dans la péninsule méridionale la plus touchée, les craintes sont vives. Son unique hôpital a enregistré son premier décès dû au choléra. 9 autres patients y sont actuellement soignés pour cette maladie qui se transmet par l'eau contaminée. Selon les experts, le choléra a été introduit en Haïti par des casques bleus népalais de la MINUSTA, la mission locale des Nations Unies censée stabiliser la nation. Mi-août, près de 6 ans après le début de l'épidémie, l'ONU a pour la première fois reconnu avoir une responsabilité morale envers les victimes du choléra en Haïti et leurs familles, annonçait qu'elle allait leur accorder une aide matérielle directe. À l'hôpital de Port-Salut, qui emploie 55 personnes, dont un tiers de Cubains envoyés par la Havane, les malades et les visiteurs sont invités à se désinfecter les mains autant que possible. Des produits antiseptiques contenus dans des bouteilles de soda réutilisées sont mis à disposition. Les malades du choléra doivent eux emprunter une porte d'accès à part. Depuis octobre 2010, le choléra a fait près de 10 000 morts en Haïti. Avec plus de 500 cas par semaine, le pays fait face à la pire épidémie de l'histoire récente à l'échelle mondiale. Le président de la République dominicaine est en Haïti pour constater les dégâts causés par Matthew et coordonner l'aide offerte par le gouvernement dominicain. Selon les dernières estimations, l'ouragan a fait près de 2 milliers de morts. Danilo Medina est le premier chef d'État de la région à visiter Haïti après le passage de Matthew. Il a été accueilli par son homologue haïtien, Jocelerme Privert, à l'aéroport Toussaint-Louverture et a tout de suite fait part de son profond soutien à son voisin, en rappelant qu'Haïti et la République dominicaine sont deux nations sœurs. Quand l'une est affectée par un problème, l'autre en ressent l'impact. Pour sa part, le chef de l'État a remercié son homologue dominicain, mais a rappelé que la réponse à la catastrophe que subit une nouvelle fois Haïti dépendra de la manière dont le pays va assurer la solidarité et la capacité du gouvernement à gérer l'aide à venir. Jocelerme Privert souligne qu'aucun gouvernement ne peut faire face tout seul à un tel défi et demande au secteur privé, au Parlement et au peuple haïtien de s'unir pour relever le pays. Pendant 2 jours, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle le sprinter jamaïcain Usain Bolt aurait fait un don de $10 millions américains pour aider à reconstruire Haïti
après le passage de l'ouragan Matthew. La rumeur allait même plus loin en indiquant que ce don aurait permis de reconstruire près de 3200 maisons pour aider les 15 000 déplacés et près de 350 000 sinistrés. Mais il n'en est rien en réalité. L'information relayée par le Daily Mail a été réfutée par l'équipe de communication d'Usain Bolt qui a fustigé le peu de sérieux des journalistes du tabloïd anglais. Dommage, Haïti en aurait-tu bien besoin. Retour chez nous, Odile Lapierre, la nouvelle directrice de l'AFD Guadeloupe, est-elle l'invitée de notre journal vendredi. Elle est venue nous parler des actions de l'Agence française de développement en Guadeloupe, mais aussi d'un séminaire économique attractivité et qualité qui s'est déroulé aujourd'hui au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Je vous propose de l'écouter. Ce séminaire s'adresse à toutes les catégories socio-économiques et aux élus, que nous avons très largement invités, puisque le sujet de ce séminaire, vous l'avez dit, attractivité et qualité, notre propos est de dire que le territoire de Guadeloupe a de nombreux atouts. Tout le monde le sait, tout le monde le répète, mais aujourd'hui son modèle économique s'est essoufflé. La question, c'est comment trouver des moteurs de croissance nouveaux. Et modestement, nous souhaitons essayer d'aider à ce débat pour essayer d'enrichir justement ce débat sur comment relancer cette économie qui aujourd'hui, malheureusement, est un peu atone. Alors, parmi les intervenants, il y a des universitaires, il y a des élus, il y a des représentants d'opérateurs tels l'aéroport ou le CTIG. Mais je n'ai noté la présence que d'un seul représentant du monde économique, en l'occurrence de l'hôtellerie. Pourquoi le secteur privé n'est pas plus représenté à ce rendez-vous ? Alors, il n'est pas forcément dans les tables rondes, mais il est au premier rang dans le séminaire, puisque tous les représentants du monde privé ont été invités. Hein. Donc nous aurons, nous l'espérons, dans la salle. Aujourd'hui, nous avons 100 inscrits, donc on espère que ça va marcher. Justement, on réserve un long temps de débat avec la salle pour permettre justement à toutes ces entreprises également, si elles le souhaitent, de s'exprimer. Et qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui doit ressortir de ce séminaire ? Ce qu'on espère, c'est effectivement aider à définir un plan d'action qui soit vraiment concret. Aujourd'hui, très honnêtement, comment faire pour réussir cette création de richesse dans ce territoire ? On parle toujours de financement. Nous sommes bien placés pour dire qu'aujourd'hui, ces financements, ils existent. Ils sont là. Ils sont disponibles. Alors, qu'est-ce qui manque ? Un projet de territoire et fédérer tous les acteurs autour de ce projet de territoire. Et ça, très modestement, c'est ce que nous souhaitons effectivement aider. On va parler sport avec cette nouvelle. Cédric Locatin, le jeune coureur de l'Excelsior de Bémao, devrait intégrer le club de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme la saison prochaine. Âgé de 21 ans, Cédric Locatin est le récent vainqueur du Tour de Marie-Galante, mais également de celui de Guyane. 4 autres coureurs viendront également renforcer l'effectif de ce club de division nationale 3 l'année prochaine. Les meilleurs jeunes joueurs du Stade Lamantinois pourront intégrer le centre de formation du Stade Rennais Football Club, l'un des meilleurs centres de formation de football français, qui a signé aujourd'hui une convention de partenariat avec le club de Lamentin. Une opportunité pour les jeunes footballeurs lamantinois d'intégrer un club professionnel. Une opportunité de plus, car le club présidé par Michael Mirabli a misé depuis 5 ans sur la formation de ces jeunes. Une démarche qui a déjà payé avec 2 des U13 du club, comme le montre ce reportage de Johan Charpentier-Titi. Oui. Allez, la prise de balle. Oui, allez, ça doit aller plus vite. Allez, l'enchaînement, allez. Contrôle passe, on y va plus vite là, oui. Tout de suite Gabriel. Au Stade Lamantinois, ce sont les jeunes qui font parler d'eux. Champions anti-Guyane des moins de 13 ans, ils défendront les couleurs des Dômes au tournoi national à Cap-Breton. Le fruit d'un travail de formation mis en place il y a 5 ans par les dirigeants et les éducateurs. Tout le projet qu'on a mis en place depuis plusieurs années, c'était justement de former le mieux possible nos jeunes joueurs et de les garder afin qu'ils puissent intégrer l'équipe senior. Et pour les plus jeunes, voir la possibilité pour eux de pouvoir intégrer le CREPS et par la suite des centres de formation. Nous, ce qu'on regarde déjà, c'est le contenu, le comportement des enfants. Après, les résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Allez, lève la tête, prends l'information, allez, on y va. 2 touches de balle, les gars, 2 touches de balle.
Allez, prise de balle vers le joueur. Descendez sous les appuis, descendez sous les appuis. Des jeunes si prometteurs que 2 d'entre eux ont d'ores et déjà signé des accords de non-sollicitation avec des clubs professionnels français. De quoi inspirer fierté, mais aussi inquiétude chez les parents. C'est assez impressionnant parce qu'il est très jeune. Et donc du coup, au début, on se demande comment ça va se passer. Parce que nous, il faut qu'on soit là derrière pour l'accompagner dans son rêve, parce qu'il veut devenir footballeur professionnel et dans ses projets. Et donc moi, je suis là surtout pour l'accompagner, pour lui dire que je serai là pour lui. Ce qui nous fait peur, son papa et moi, c'est qu'il doit pouvoir suivre aussi bien au football qu'à l'école. Donc s'il n'a pas un bon niveau à l'école, c'est clair qu'il ne pourra pas continuer le foot. Mais les futurs pensionnaires des centres de formation de Lyon et Lens croient en leurs rêves. Les mamans, elles sont toujours comme ça. Moi, je ne m'inquiète pas, mais... Enfin, pas que je ne m'inquiète pas, mais j'espère que je vais y arriver. Parce que ma mère, elle croit que je vais... Quand on va arriver en France, elle croit que je vais tout balancer. Elle va croire que je veux arrêter le foot, mais je ne pense pas. Avec une bonne dose de lucidité sur le chemin qui les attend, malgré une insouciance naturelle. C'est là que le travail a commencé, ce sera très dur. Il faudra garder le niveau scolaire et footballistique et continuer pour l'atteindre. Et garder le cap et continuer à travailler. J'aime bien dribbler, percuter, mais j'ai aussi beaucoup de défauts à améliorer. Et finalement, c'est peut-être leur entraîneur qui en parle le mieux. Ce sont 2 gros talents, honnêtement ce sont 2 gros potentiels. Rémi Cassigne à Lens, c'est un joueur qui est très fin techniquement et très rapide. Et lui Alexandre, c'est un très très bon attaquant, finisseur, il aime se bagarrer et moi je leur fais confiance. Lacazette, Lemar, Coco et pourquoi pas demain Merabli et Labo, tant que le plaisir reste le maître mot. Un point sur la météo pour clore cette édition. Il risque de pleuvoir ce soir sur certaines communes de l'archipel et singulièrement la Désirade et celle du sud. Ce temps humide devrait persister jusqu'en fin de nuit. Demain mardi, les averses devraient remonter vers le nord pour concerner l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert demain avec un indice Atmo de 3 annoncé par Guadair. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.